l'ADM. Donc, rapidement, ce qu'est l'Association des maires des Deux-Sèvres. L'ensemble des collectivités donc, communes et EPCI à fiscalité propre sont adhérentes à l'Association des maires des Deux-Sèvres. La mission principale donc, de notre association, pour ceux qui ne nous connaissent pas, je sais qu'il y a des élus qui sont présents aujourd'hui et qui nous connaissent. Donc, voilà, donc je présente rapidement, même si on a un site internet et une communication qui nous présente et qui nous présentera tout au long du début de la mandature essentiellement. Donc, c'est l'accompagnement juridique qui est notre première mission, en sachant que l'équipe, moi y compris, donc, on a donc 3 juristes et un secrétariat. On est basé sur Niort, et l'ensemble des collectivités, que ce soit élus ou agents, peuvent nous saisir juridiquement sur des questions qui sont en lien direct avec la gestion de votre collectivité. Donc, n'hésitez pas. Les nouveaux élus peuvent effectivement, et je pense que la majorité des agents ont l'habitude de vos collectivités, ont l'habitude de faire appel à nous et vous indiqueront très rapidement, si ce n'est déjà fait, que l'association des maires peut vous aiguiller sur tel ou tel aspect de la gestion de la collectivité. Donc ça, c'est sur un aspect vraiment principal, c'est vraiment le cœur de notre activité. Nos autres missions, rapidement, donc tout ce qui est information, formation, information via des publications, via notre site internet. Donc, on les appelle des lettres de diffusion, des LDD, que vous allez recevoir de manière hebdomadaire ou bimensuelle, tout dépend de l'actualité. Donc voilà, on vous informe régulièrement sur des choses qui ont attrait vraiment à la gestion de la collectivité, sans on essaie tant que faire se peut de ne pas vous abreuver d'informations, car les boîtes mail de chaque collectivité sont bien remplies, surtout en cette période dernière de crise sanitaire et d'installation de conseils. Voilà, on a eu des échos quand les boîtes mail des collectivités et des élus ont été remplies très, très rapidement. Donc, sur cette partie information, des réunions d'information, un peu comme celles qu'on fait à ce jour avec les universités de maires. Donc, ces réunions d'information qui sont sur des formats plus courts, d'1h30 à 2 heures, permet effectivement de faire des focus sur tel ou tel point d'actualité ou telle activité de nos entités partenaires. Quand je dis nos entités partenaires, j'en cite une par exemple, mais il peut y en avoir d'autres. Ça peut être Orange, mais tout en sachant que ces réunions d'information qu'on fera avec nos partenaires au long de la mandature, il y aura forcément un intérêt pour chacune des collectivités. Il n'y aura pas d'aspect commercial lors de ces réunions. Elles seront gratuites, accessibles à l'ensemble des élus et des agents sur des nombres qui peuvent être conséquents. Donc, en général, et j'espère que ça se décomptera rapidement, elles seront effectuées en présentiel. Donc, on essaie de multiplier ça sur les différents arrondissements ou intercommunalités pour aller directement à votre contact. Donc là, ce côté visioconférence webinaire est une première un petit peu partout en France. Donc, ça a l'air de bien fonctionner, ça évite de se déplacer et puis ça respecte effectivement la distanciation. Sur les informations, donc, il y a aussi nos publications, ce que je vous disais. Donc, vous recevrez ces lettres de diffusion et vous recevrez également à la fin de chaque mois notre point de repère qui est un 4 pages, qui est dématérialisé, qui est élaboré en concertation avec mon équipe juridique sur les différentes actualités juridiques qu'on essaiera effectivement de dégrossir et d'amener de porter à votre connaissance, donc que ce soit sur des textes officiels, des lois, des décrets, des réponses ministérielles ou encore de la jurisprudence. Donc l'idée étant, c'est de vous alerter sur des choses. Nous, on sélectionne arbitrairement nos articles, nos brèves, en fonction de l'actualité, en fonction également des saisines qu'on a pu avoir. Donc, on fera des focus à ce moment-là, et également des élus ou des agents qui peuvent nous alerter sur tel ou tel point. Voilà, ce serait bien que vous fassiez un petit focus ou une note sur le prochain point de repère, et donc on en tient compte et vous recevrez ça généralement à la fin de chaque mois. Voilà, dernier point qui est important, qui est les formations qui vont être relancées à partir du 2e semestre. Vous allez recevoir un programme très rapidement. Le programme de début de mandature est dense. Il aurait dû commencer plus tôt avec la situation, le décalage de l'installation des élus et autres. Effectivement, les formations ont pris du retard en termes d'organisation, mais elles sont d'ores et déjà calées. L'idée étant, c'est qu'on va s'attacher à cibler sur les sujets vraiment principaux de début de mandature,
qui sont effectivement essentielles, que ce soit pour des élus nouvellement élus ou déjà élus, sur des sujets dont il faut se prendre vraiment, il faut prendre à bras le corps, notamment tout ce qui est finance, tout ce qui est législation funéraire, prise de parole en public. Voilà, ce sera divers et varié et il y en aura tout au long de la mandature. Vous allez recevoir ça prochainement. L'idée étant aussi, c'est qu'on va essayer de se caler par rapport notamment aux délégations de chaque adjoint. Voilà, les thématiques seront forcément, il y aura un rapport de près ou de loin avec les délégations des adjoints de votre collectivité pour qu'ils puissent venir à ces formations. Ces formations seront forcément d'un nombre de personnes, de stagiaires limité pour que l'interactivité puisse avoir lieu au maximum. Donc, en règle générale, ça va de 10 à 20 stagiaires en fonction de la thématique. Mais on vous informera sur tout ça très prochainement et, sur notre site internet et en communication dématérialisée ou en présentiel rapidement, je l'espère. Voilà, je vais terminer sur ça. Peut-être monsieur Béville, qui est un de nos administrateurs, maire de Saint-Jean-de-Thouars, qui est présent à ce jour, peut effectivement faire un rapide retour d'une minute, je ne sais pas, monsieur Béville, sur le… Oui, bonjour à tous, à toutes et à tous. D'abord, au nom du conseil d'administration, bien sûr, de l'ADM, je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux élus. Bienvenue et félicitations pour cette élection. Rapidement, puisque Julien a brossé à peu près toute l'activité de l'association, l'ADM 79, c'est une déclinaison de l'Association des maires de France sur le département. C'est une association loi 1901 qui est constituée donc d'un conseil d'administration qui aujourd'hui est de 20 élus. Conseil d'administration donc qui est représentatif tant sur le plan territorial que politique des élus, donc des communes et des EPCI. Comme ça a été dit, donc qui regroupe l'ensemble des communes et des EPCI. Donc de mémoire, on doit être à peu près à 260 communes et les 8 EPCI, plus un certain nombre, une dizaine de syndicats intercommunaux ou syndicats mixtes qui font partie de notre association. Donc voilà, quoi dire de plus que puisqu'on a parlé de la formation des informations, c'est aussi un relais. L'association sert de relais pour représenter donc les collectivités, du moins les maires, dans différentes instances, qu'elles soient départementales, régionales, voire nationales. Donc il y aura bientôt un appel à candidature, ou du moins chaque élu a dû remplir ou va être invité à remplir un petit peu sa fiche de présentation et d'y faire figurer ses points ou du moins les points de compétence ou pour lesquels il a le plus d'attrait. Donc, il pourrait se faire que certains d'entre nous soient contactés ou invités à siéger, ou que quelques-uns puissent faire acte de candidature pour siéger dans ces instances, donc qui nous seront rappelées dans les semaines qui viennent. Voilà ce que je peux dire en gros de l'association, qui organise donc aussi une assemblée générale, un congrès annuel qui a pris depuis maintenant, on devait avoir le 4e salon cette année qui bien sûr a été annulé. Ou qui sera reporté. Ou peut-être pas. On va voir comment évolue la situation sanitaire. Pour l'instant, c'est prévu le jeudi 15 octobre pour l'instant à Niort, ce congrès salon, et on est dans l'attente, monsieur Béville, du coup. Donc, il y en a déjà eu 3 et ce serait le 4e cette année. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire de l'association aujourd'hui, sachant que c'est j'allais dire un élément incontournable, mais nos secrétaires de mairie le savent bien, pour nous, dans nos collectivités, puisqu'on a une équipe de juristes performants et qui peut intervenir dans tous les domaines pour régler les problèmes que nous pouvons avoir à connaître dans nos collectivités au quotidien. Voilà, en quelques mots, résumer l'association. Parfait, merci à vous. Merci du coup à Mairie 2000 et à l'AMF pour organiser en partenariat du coup ces ateliers. Et puis on va rentrer dans le vif du sujet, Charlotte, si ça vous convient.
Très bien. Merci Merci à à vous. vous. Merci pour ces présentations. Pardon, Charlotte, j'ai une main Oui. levée. All in one. Alors, je ne sais pas qui est all in one, mais visiblement, la personne a une question. Si c'est d'ordre technique, Oui. peut-être qu'on peut lui laisser la parole. À all in one, bon, bah alors on va baisser la main. Ou peut-être peut-il s'exprimer par écrit. Bon, ok, bah tant pis. Je baisse la main. Vous avez le chat pour vous exprimer. Charlotte, pardonnez-moi. Il n'y a pas de souci. Je vais partager mon écran. Juste, est-ce que vous pouvez m'indiquer si C'est bon. c'est bon pour vous? C'est bon? C'est bon. Ok, parfait. Bon, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Charlotte Arnaud. Je suis docteure en droit public. J'ai enseigné pendant près de 8 ans à l'université et j'ai exercé en qualité de juriste au parquet du tribunal de grande instance, tribunal judiciaire maintenant de Toulouse, à la division économique et financière. Je suis depuis peu à mon compte consultante et formatrice juridique en droit public, donc formatrice indépendante. Alors aujourd'hui, une petite présentation que je vais tâcher de faire voilà, de manière concise mais efficace sur le statut de l'élu. L'idée étant de vous présenter l'ensemble des droits et des obligations dont vous bénéficiez et qui vous incombent en qualité d'élu, de vous présenter l'ensemble des garanties afférentes au statut, ce qu'il convient de nommer le statut d'élu local, à la fois garantie professionnelle, fiscale, sociale ou encore liée à la protection fonctionnelle. 6 points dans cette présentation. Le premier relatif aux obligations déclaratives et au régime des incompatibilités. Le second relatif aux garanties professionnelles. Le régime indemnitaire et fiscal. La protection sociale et les droits à la retraite, la protection fonctionnelle et enfin le droit à la formation. À l'issue de cette présentation, je laisserai la parole à Armelle Maga qui vous présentera la retraite par rente du FONPEL. S'agissant tout d'abord des incompatibilités et obligations déclaratives, vous savez qu'il existe plusieurs types d'incompatibilités avec le mandat d'élu local. Elles peuvent être liées à l'exercice d'une activité professionnelle, elles peuvent résulter de la règle du non-cumul des mandats ou encore résulter d'un lien de parenté éventuel avec un autre membre du conseil municipal. S'agissant des incompatibilités professionnelles, elles sont de plusieurs ordres. Le mandat de conseiller municipal peut être incompatible avec l'exercice d'un emploi salarié au sein du centre communal d'action sociale de la commune. Autre incompatibilité prévue par le code électoral avec les fonctions préfectorales. Vous ne pouvez pas être conseiller municipal et préfet, sous-préfet ou encore secrétaire général de préfecture. Autre incompatibilité, celle de conseiller municipal et l'exercice de fonctions de représentant légal dans la fonction publique hospitalière. Idem, certaines incompatibilités avec certaines fonctions dans la police. Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles de fonctionnaire des corps de conception, de direction, de commandement et d'encadrement dans la police nationale. Également, certaines incompatibilités avec les fonctions de militaires. Les fonctions de militaires en position d'activité sont incompatibles avec le mandat de conseiller municipal. Petite dérogation, les fonctions de militaires en position d'activité, elles sont compatibles avec un mandat d'élu local, mandat de conseiller municipal dans les communes de moins de 9000 habitants ou avec un mandat de conseiller communautaire dans les EPCI à fiscalité propre qui regroupent moins de 25 000 habitants. Donc, dans ce cadre-là, compatibilité. Également, l'incompatibilité, elle ne s'applique pas aux réservistes, membres de la réserve opérationnelle. Toutefois, le réserviste ne peut pas exercer dans la circonscription à l'intérieur de laquelle il exerce un mandat. S'agissant des liens de parenté, donc si aucune disposition du code électoral n'interdit à plusieurs membres d'une même famille de se présenter à une même élection municipale, que ce soit au sein d'une même liste ou de listes différentes.
Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, des restrictions sont applicables en cas d'élection de personnes présentant un lien de parenté. Dans ces communes-là, donc celles de plus de 500 habitants, le nombre des ascendants et descendants en ligne directe, frères et sœurs, qui peuvent simultanément être membres du conseil municipal, est limité à 2. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête d'un électeur dans les 6 jours de l'élection ou être saisi par recours préfectoral dans les 15 jours de l'élection pour que soit constatée cette incompatibilité. Cette notion d'incompatibilité, excusez-moi, est différente de celle d'inéligibilité. Des personnes en situation d'incompatibilité peuvent être élues. À la différence de l'inéligibilité, l'incompatibilité, elle n'interdit pas la candidature. Vous avez 10 jours à compter de la proclamation des résultats pour opter, en cas d'incompatibilité, entre le mandat et l'emploi. S'agissant de la règle du non-cumul des mandats, vous savez elle se déploie de 2 manières. Elle impose une interdiction de cumul entre un mandat exécutif local et un mandat de député au niveau national ou européen, ou sénateur. Voilà une première interdiction. Et elle limite les mandats locaux de différentes manières. Elle limite l'exercice de mandats locaux à 2 mandats seulement, cette règle s'appliquant aux conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Elle impose également l'exercice d'une seule fonction exécutive. Les fonctions de maire, de ce point de vue, elles sont strictement incompatibles avec celles de président de conseil départemental, de président de conseil régional. Vous aurez noté que les fonctions d'adjoint et de vice-président ne sont pas prises en considération au titre de la règle du non-cumul. Les mandats communautaires sont également exclus de la règle du non-cumul. 2 exemples pour vous illustrer cela. Un maire peut être à la fois président de communauté et conseiller régional. On a ici une seule fonction exécutive qui est celle de maire. 2e exemple, un président de conseil départemental peut être à la fois adjoint au maire, président de communauté et conseiller régional. Là aussi, une seule fonction exécutive au sens de la règle du non-cumul des mandats, c'est celle de président de conseil départemental. Tant qu'il n'est pas mis fin à l'incompatibilité, l'élu ne percevra aucune indemnité attachée au dernier mandat acquis ou renouvelé. Autre obligation, c'est en lien avec cette question des incompatibilités, c'est l'obligation de transparence. Vous savez qu'a été instituée au plan national une haute autorité pour la transparence de la vie publique. Celle-ci, elle impose la transmission par les élus de 2 documents majeurs que sont la déclaration de situation patrimoniale et la déclaration d'intérêt. Alors, tous les élus ne sont pas concernés. Sont seuls concernés les maires des communes de plus de 20 000 habitants et les présidents de PCI de même taille ou dont le montant des recettes de fonctionnement est supérieur à 5 millions d'euros. Sont également concernés les adjoints et vice-présidents des EPCI de plus de 100 000 habitants et détenant une délégation de fonction ou de signature. Ces élus-là doivent transmettre donc la déclaration de patrimoine et la déclaration d'intérêt à la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration de patrimoine? Eh bien, il s'agit d'une photographie de tout ce que vous possédez, immeubles, assurance vie, part sociale, compte bancaire, véhicule, etc., etc. Et ce, à la date de la déclaration de patrimoine. La déclaration d'intérêt, quant à elle, recense l'ensemble des activités professionnelles, fonctions, mandats, participations que vous exercez et qu'exerce votre conjoint. Elle vise, comme son nom l'indique, à prévenir tout risque de conflit d'intérêts. Ces déclarations, elles doivent être faites et transmises dans les 2 mois qui suivent votre entrée en fonction, soit à la date du premier conseil municipal. Et en cours de mandat, s'il s'avère que votre situation patrimoniale ou d'intérêt a été modifiée de manière significative. Les élus sortants doivent également s'en acquitter, et ce, 1 mois au plus tard avant la fin du mandat. Le défaut de déclaration, il faut le savoir, est puni par la loi de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros.
S'agissant toujours de l'obligation de transparence, mais sous l'angle des emplois familiaux, un maire ou un président de PCI ne peut pas employer dans son cabinet des membres de sa famille, à savoir son conjoint, le partenaire de Pacs ou concubin, les parents ou les enfants, les siens et ceux de votre conjoint, partenaire ou concubin. Si vous recrutez un autre membre de votre famille, vous êtes tenu, là aussi, d'en faire la déclaration à la haute autorité, l'infraction à cette règle étant là aussi passible de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. S'agissant à présent des garanties professionnelles, en dehors des incompatibilités prévues par la loi, vous pouvez choisir soit de mener de front votre mandat électif et votre activité professionnelle, soit de mettre votre activité professionnelle entre parenthèses le temps du mandat. Dans les deux cas, vous bénéficiez d'un certain nombre de garanties. Si vous choisissez de suspendre votre activité au profit du mandat, la situation va être différente et les garanties vont être différentes selon que vous êtes salarié de droit privé ou agent public titulaire ou contractuel. Si vous êtes salarié de droit privé, eh bien, les maires, les présidents de PCI à fiscalité propre, les adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants, les vice-présidents des communautés de communes de plus de 10 000 habitants et des autres EPCI à fiscalité propre peuvent bénéficier d'une suspension qui est de plein droit de leur contrat de travail, à condition de justifier d'une ancienneté de 1 an chez votre employeur à la date d'entrée en fonction. Donc, pour ces élus-là, la suspension est de droit. Dans les autres cas, eh bien, votre employeur sera libre de vous accorder ou non cette suspension du contrat de travail. La demande, elle se fait formellement par lettre recommandée avec accusé de réception et elle prend effet 15 jours après réception du courrier par votre employeur. Pendant la durée de la suspension, eh bien, le salarié de droit privé n'est pas rémunéré et il n'acquiert pas de droit à congé payé ni d'ancienneté. À l'expiration du mandat, y compris après un premier renouvellement, vous retrouvez votre emploi ou un emploi analogue assorti d'une rémunération équivalente, et ce dans les 2 mois suivant la date à laquelle vous avez avisé votre employeur. Vous pouvez par ailleurs, autre garantie, bénéficier d'un stage de remise à niveau, d'une formation professionnelle ou d'un bilan de compétences. À noter sur ce point que la loi Engagement et Proximité de décembre 2019 a prévu l'organisation d'un entretien professionnel entre le salarié et son employeur dès le début du mandat afin de fixer les modalités de conciliation de l'activité professionnelle et de l'exercice du mandat, ainsi que l'information de l'employeur sur les dispositions relatives au statut de l'élu et des garanties afférentes. Si vous êtes fonctionnaire, la situation va être différente si vous êtes titulaire ou contractuel. Pour les fonctionnaires titulaires, 2 options, soit le détachement, soit la mise en disponibilité. S'agissant du détachement, eh bien, tout fonctionnaire de l'une des 3 fonctions publiques peut demander à être détaché pour remplir sa fonction élective. Il est de droit, si vous exercez un mandat de maire, de président de PCI à fiscalité propre, d'adjoint au maire dans les communes de plus de 10 000 habitants, de vice-président de communauté de communes de plus de 10 000 habitants et des autres EPCI à fiscalité propre. Dans les autres cas, eh bien, elle pourra vous être accordée, mais sous réserve des nécessités du service. Le fonctionnaire détaché ne perçoit plus aucune rémunération, mais il continue par contre de bénéficier dans son corps ou cadre d'emploi d'origine de ses droits à l'avancement ou à la retraite. Au terme du mandat, les fonctionnaires élus sont réintégrés, et ce dans les conditions de droit commun. Deuxième option, la mise en disponibilité. Dans cette position, l'élu cesse de bénéficier de ses droits à l'avancement et à la retraite. La mise en disponibilité, elle est accordée de droit pendant la durée du mandat et sur leur demande aux fonctionnaires territoriaux ou fonctionnaires de l'État qui exercent un mandat d'élu local. La situation du fonctionnaire non titulaire, je l'aborde très succinctement puisqu'elle est analogue à celle des salariés de droit privé. C'est ce que prévoit le Code du travail qui renvoie au statut du contrat du salarié relativement à la suspension du contrat de travail. Si vous décidez de concilier votre mandat avec votre activité professionnelle, eh bien, le statut prévoit des facilités afin de vous permettre d'exercer conjointement votre mandat et votre profession.
2 modalités principales sont prévues par le statut pour organiser un dégagement du temps de travail. Il s'agit des autorisations d'absence et des crédits d'heures. S'agissant des autorisations d'absence, eh bien, toute personne qui emploie un élu membre d'un conseil municipal, d'un conseil de communauté d'agglo, urbaine et de métropole, doit lui accorder des autorisations d'absence afin qu'il puisse se rendre et assister aux réunions des organismes dans lesquels il siège. Qu'est-ce qu'on entend par réunion? Eh bien, sont concernées les séances plénières des assemblées délibérantes, les commissions dont vous êtes membre, les assemblées délibérantes et les bureaux des organismes où vous avez été désigné pour représenter la collectivité. Vous devez seulement, si je dois dire, prévenir votre employeur au plus tôt, dès que vous avez connaissance de la date de réunion, en lui précisant bien la durée de votre absence. S'agissant des crédits d'heures, là aussi, vous bénéficiez de crédits permettant donc de préparer les réunions et d'administrer la commune ou l'établissement dont vous êtes membre. Sont ici concernés les mêmes élus que ceux que j'évoquais précédemment. Ce temps, ce crédit d'heure, il est accordé sous forme de forfait trimestriel de crédit d'heure qui va être variable à la fois selon le critère démographique, donc la démographie de la commune, et les fonctions électives que vous exercez. Donc, ces 2 critères-là sont pris en considération pour le calcul de ces crédits d'heures et il est à noter qu'une majoration de ces crédits est possible dans la limite de 30% par élu, par délibération du conseil municipal, dans les communes chefs-lieux de département, d'arrondissement, de canton, mais également dans les communes sinistrées et dans les communes classées. Dans ces communes-là, une majoration de 30%, dans la limite de 30%, est possible par élu et sur délibération du conseil municipal. Pour bénéficier de ce crédit d'heure, vous devez en faire la demande à votre employeur par écrit, au moins 3 jours à l'avance, en précisant bien la date et la durée du crédit que vous sollicitez. À noter que l'employeur est tenu, c'est une obligation d'y faire droit, et ne peut pas contrôler l'usage que vous faites de votre crédit d'heure dès lors que votre forfait n'est pas dépassé. Petite précision, le temps d'absence accordé au titre de l'autorisation d'absence ou du crédit d'heure, elle est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de l'ancienneté, des droits à congés payés et des droits aux prestations sociales. En revanche, l'employeur n'est pas tenu de les rémunérer. Si vous subissez une perte financière, une perte de revenus du fait donc, de ces absences, vous pouvez éventuellement demander à la collectivité une compensation financière, mais qui est toutefois limitée. S'agissant du régime indemnitaire et fiscal, le conseil municipal, vous le savez, doit arrêter par délibération, et ce dans les 3 mois suivant son renouvellement, le montant des indemnités de fonction. Dans quelles conditions elles sont attribuées? Eh bien, ces indemnités elles peuvent être versées aux maires, aux adjoints et aux éventuels conseillers délégués. Les conseillers municipaux des communes de plus de 100 000 habitants peuvent également bénéficier d'indemnités. C'est ce que prévoit le Code général des collectivités territoriales. L'octroi de l'indemnité à un adjoint ou à un conseiller délégué eh bien, est subordonné à l'exercice effectif du mandat, ce qui suppose qu'un arrêté de délégation ait été pris. Inversement, le retrait par le maire d'une délégation met fin de manière automatique à l'indemnité afférente. Ces indemnités, elles peuvent se cumuler avec celles que vous percevriez au sein de l'EPCI dont la commune est membre ou au sein des organismes extérieurs, syndicats, sociétés d'économie mixte, où vous représentez la collectivité. Une fois votées, ces indemnités, elles constituent des dépenses obligatoires. S'agissant de l'obligation de transparence que j'évoquais précédemment, eh bien, la délibération qui fixe les indemnités des élus, elle intervient dans les 3 mois suivant le renouvellement du conseil municipal. Cette décision et toutes celles qui, au cours du mandat, porteront sur les indemnités, doit s'accompagner d'un tableau annexe récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux élus. La loi, toujours sous l'angle de l'obligation de transparence, impose également la remise aux conseillers municipaux, et ce chaque année avant l'examen du budget,
d'un état nominatif qui récapitule l'ensemble des indemnités de toute nature dont bénéficient de tout mandat et de toute fonction exercée au conseil municipal, au sein des EPCI, syndicats, SEM, etc., etc. Petite précision, à compter de votre mandature, donc 2020-2026, la modulation des indemnités des élus devient possible dans les communes et EPCI de plus de 50 000 habitants en fonction de la présence ou non aux séances de l'Assemblée délibérante ou aux réunions des commissions dont ils sont membres, dont les élus sont membres. Les modalités de cette modulation, elles doivent être fixées par le règlement intérieur de l'Assemblée. La réduction ne peut toutefois dépasser, elle est limitée à 50% de l'indemnité pouvant être allouée. S'agissant de la détermination du montant de l'indemnité, dans toutes les communes, l'indemnité du maire est de droit désormais fixée au maximum. Toutefois, le maire peut décider soit de toucher l'intégralité de l'indemnité prévue, soit de faire adopter par délibération une indemnité de montant inférieur. S'agissant des indemnités allouées aux adjoints et aux conseillers municipaux, le conseil municipal détermine leur montant, et ce dans la limite de 2 maxima. Le premier, c'est l'enveloppe globale indemnitaire, qui est autorisée en fonction de la taille de la commune, qui équivaut à l'addition des indemnités maximales du maire et des adjoints. Deuxième maximum, c'est le montant maximal autorisé en fonction du mandat détenu. Ces montants, ils sont exprimés en pourcentage de l'indice brut 1027 de rémunération de la fonction publique et fixés par le Code général des collectivités territoriales. J'ai intégré ici un tableau récapitulatif donc, des indemnités, des taux maximum et indemnités brutes mensuelles du maire et de l'adjoint en fonction de la population totale de la commune. Je vous renvoie sur ce point, et Madame D'autre va vous indiquer le lien. Je vous renvoie à la brochure de l'AMF sur le statut de l'élu, qui est extrêmement exhaustif sur cette question de la détermination de l'indemnité, du calcul de l'indemnité. C'est très compliqué de vous exposer dans le détail cette détermination de l'indemnité dans le cadre d'une intervention aussi réduite. Ouais, Charlotte, je me permets 2 secondes Oui, de vous bien couper. sûr. Sur les questions, là, notamment là, qui viennent d'être posées sur le nombre d'heures par rapport au forfait trimestriel. Oui, Donc, ce sera envoyé sur le document et le statut de l'élu le mentionne, hein. Il y a un tableau dédié qui est sur notre tout à fait. site internet qu'on a envoyé, là, qu'on a routé sur le fil. Donc voilà, donc en fonction, alors je ne sais pas, la commune de la personne qui nous a posé la question, parce qu'il y a indiqué Huawei, donc ça doit être le téléphone, et je ne sais pas du coup la personne, donc je ne connais pas la taille de la collectivité, de la commune, pour répondre sur ce nombre trimestriel concernant le crédit d'heure. Voilà. Bon, puis j'ai mis le lien vers Je viens de voir, parfait. Voilà. Je vous en prie. Ah, comment je fais On appuie sur le micro, le petit micro, si vous voulez couper votre son. Alors, toujours sur cette question des indemnités de fonction, si au sein de l'enveloppe globale, les maximums ne sont pas servis aux maires et aux adjoints, il est possible de verser des indemnités supérieures au plafond aux adjoints pris individuellement, et sous réserve que le montant ne dépasse pas l'indemnité maximale susceptible d'être allouée au maire. Donc, indemnité supérieure au plafond pour les adjoints, si le maximum n'est pas servi à l'ensemble au maire et à l'ensemble des adjoints. Également, une indemnité peut être allouée aux conseillers délégués, et ce, dans les mêmes limites. C'est-à-dire que l'indemnité ne dépasse pas l'indemnité maximale prévue pour le maire. Et une indemnité également peut être allouée aux conseillers municipaux, mais là, dans la limite de 6% de l'indice brut. Des majorations peuvent être votées dans les communes chefs-lieux, dans les communes sinistrées, dans les communes classées stations de tourisme, celles dont la population, depuis le dernier recensement, a augmenté à la suite de la mise en route de travaux publics d'intérêt national, ou celles qui ont perçu la dotation de solidarité urbaine. Donc, pour ces communes-là, des majorations peuvent être votées.
L'application de majoration aux indemnités, elle doit faire l'objet formellement d'un vote distinct de celui de la fixation de leur montant initial. L'élu qui détient d'autres mandats ou représente sa collectivité au sein de divers organismes ne peut pas recevoir, donc en cumul de l'ensemble des indemnités, pour l'ensemble de ses fonctions, plus d'une fois et demie le montant de l'indemnité parlementaire qui est fixé à 8 434 €. La part écrétée est reversée au budget de la personne publique au sein de laquelle l'élu exerce le plus récemment un mandat ou une fonction. Petite précision rapide sur les autres frais et avantages. S'agissant des frais de représentation, le conseil municipal peut allouer au maire une indemnité pour couvrir les dépenses qu'il engage dans le cadre de ses fonctions, donc réception, manifestation publique, etc. S'agissant du logement de fonction, aucun élu municipal ne peut y prétendre, y compris le maire. Pour le véhicule de fonction, aucun texte, là aussi, n'autorise la mise à disposition d'un véhicule. Toutefois, vous pouvez utiliser dans le cadre de vos fonctions un véhicule de service, y compris avec chauffeur. S'agissant des frais de transport et de séjour, eh bien, les élus ont droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux et des frais engagés pour se rendre aux réunions des organismes où ils représentent la commune lorsque la réunion a lieu hors du territoire de celle-ci. S'agissant des frais de garde ou d'assistance, la commune rembourse les frais de garde d'enfants et d'accompagnement des personnes à charge engagées par l'élu pour participer aux réunions du conseil municipal, des commissions dont ils sont membres et les organismes où ils représentent la commune. Une aide financière peut être accordée donc, à ce titre aux maires et aux adjoints qui rémunèrent donc, les services de garde ou d'assistance au moyen du CESU. S'agissant des frais d'utilisation d'un téléphone mobile ou d'un abonnement Internet personnel, ils ne sont pas remboursables. En revanche, logiquement, donc la commune peut mettre à disposition des élus des téléphones, ordinateurs, tablettes et leurs connexions. S'agissant de la fiscalisation des indemnités de fonction, eh bien, les indemnités sont imposables à l'impôt sur le revenu, suivant les règles applicables aux traitements et salaires. Les indemnités qui sont soumises à l'impôt sur le revenu, ce sont les indemnités de fonction, éventuellement majorées, versées par la collectivité, les indemnités de fonction versées par les EPCI ou les établissements publics locaux et les rémunérations versées par les SEM ou sociétés publiques locales. S'agissant de la protection sociale et du droit à la retraite, eh bien, depuis le 1er janvier 2013, tous les élus des communes et des EPCI sont affiliés au régime général de la sécurité sociale de leur lieu de résidence pour l'ensemble des risques assurance maladie, invalidité, décès, assurance vieillesse, allocation familiale, accident du travail et maladie professionnelle, à l'exception des fonctionnaires détachés qui, eux, restent régis par les règles spéciales du statut de la fonction publique. Néanmoins, tous les élus ne cotisent pas et pas de la même manière. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction d'un élu dépasse 50% du plafond annuel de la sécurité sociale, elles sont assujetties, et ce dès le premier euro, aux cotisations et contributions sociales. Lorsque l'ensemble des indemnités de fonction d'un élu est inférieur à 50% du plafond, seules la CSG et la CRDS sont dues. Par dérogation, les indemnités de fonction des maires, adjoints au maire des communes de plus de 10 000 habitants, membres du conseil d'une communauté de communes, d'agglomération ou urbaine et qui ont cessé toute activité professionnelle, qui ne relèvent plus à titre obligatoire d'un régime de sécurité sociale, sont soumises aux cotisations et ce, même lorsqu'elles sont inférieures à la moitié du plafond annuel. S'agissant des droits aux prestations sociales, tous les élus qui cotisent ou non ont droit aux prestations en nature du risque maladie, maternité, accident du travail et maladie professionnelle, aux prestations de la branche famille, allocation de rentrée scolaire, etc., etc. Toutefois, seuls les élus qui cotisent se constituent des droits en matière de retraite, d'indemnités journalières, assurance décès, pension d'invalidité. S'agissant du régime de retraite, les élus bénéficient de 3 niveaux de retraite qui peuvent, selon le cas, se cumuler. La retraite complémentaire obligatoire à l'IRCANTEC, la retraite par rente, retraite facultative au FONPEL ou au CAREL. Armel Maga vous présentera la retraite au FONPEL. Le régime général de base de la sécurité sociale.
Un point sur la protection fonctionnelle à présent. Les élus locaux peuvent bénéficier de la protection de la collectivité s'ils sont victimes d'attaques ou de menaces dans l'exercice de leur mandat ou s'ils sont poursuivis pénalement. Certaines conditions légales sont à remplir. Le libellé du CGCT, du Code général des collectivités territoriales, vise le maire ainsi que l'élu municipal qui le supplée ou qui a reçu délégation. Toutefois, à plusieurs reprises, le Conseil d'État s'est prononcé sur la question et a affirmé que l'obligation de la collectivité d'accorder à un agent public la protection fonctionnelle relève de ce qu'on appelle un principe général du droit, c'est-à-dire et s'applique à tous les agents, et ce, quel que soit le mode d'accès à leurs fonctions. On peut on peut interpréter cette position du Conseil d'État comme signifiant que l'ensemble des élus locaux sont susceptibles de bénéficier de cette protection fonctionnelle, sous réserve évidemment d'être mis en cause en raison de leur qualité d'élu. C'est uniquement au titre du mandat que la protection est due. Ainsi, un maire qui siège dans une instance au sein de laquelle il a été nommé par une autre collectivité ne peut prétendre à la protection de sa commune, et ce, quand bien même cette instance se prononce sur des questions touchant à la vie communale. La protection fonctionnelle, elle joue dans 3 situations. Lorsque vous êtes victime d'un accident dans l'exercice de vos fonctions, lorsque vous ou vos proches, vous subissez des violences ou des outrages qui résulteraient de votre qualité d'élu local, ou lorsque vous faites l'objet de poursuites civiles ou pénales pour des faits qui se rattachent à l'exercice de vos fonctions, ou lorsque votre gestion est contrôlée par la CRC, la Chambre régionale des comptes. Les collectivités versent directement aux praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, etc., le montant des prestations afférentes à l'accident dont vous avez été victime. Ces prestations, elles sont calculées selon les tarifs appliqués en matière d'assurance maladie. Également, l'engagement de la responsabilité de la collectivité, elle emporte réparation intégrale des préjudices subis, et ce, quelle qu'en soit l'importance et la nature, c'est-à-dire la perte de revenus éventuels, le préjudice esthétique, les troubles dans les conditions d'existence, les souffrances psychiques, physiques, etc., etc. Le conjoint, vos descendants et ascendants qui seraient éventuellement lésés sont eux aussi susceptibles de recevoir une compensation à ce titre. Il existe tout de même des limites à la responsabilité de la collectivité. La responsabilité, elle peut être atténuée, voire totalement dégagée selon les circonstances, s'il y a eu faute ou imprudence de la part de la victime. Petite précision là aussi sur l'actualité, la loi engagement et proximité, elle a posé l'obligation pour toutes les communes de souscrire 2 types de contrats d'assurance qui couvrent la protection juridique des maires, adjoints et élus ayant reçu délégation, et l'assistance psychologique et les coûts qui en résultent. Ces assurances, elles couvrent les poursuites pénales pour des faits sans faute personnelle de l'élu, ainsi que les violences, les menaces et outrages dont il pourrait être victime. L'État s'est engagé à compenser ces dépenses obligatoires dans les communes de moins de 3 500 habitants, et ce en fonction d'un barème. Pour finir, le droit à la formation. Les élus qui sont ici concernés par ce droit sont tous ceux qui siègent dans une assemblée municipale, intercommunale, départementale ou régionale, y compris ceux qui ne perçoivent pas d'indemnité de fonction. Vous disposez de 2 droits à formation, le droit à la formation des élus locaux traditionnels et le droit individuel à la formation, le DIF, et le DIF élu. Ces 2 droits sont distincts. Le premier, il concerne la formation de l'élu sur sa fonction et est financé par un budget que l'Assemblée délibérante doit obligatoirement voter en début de mandat. L'autre concerne le droit individuel à la formation et est financé par une cotisation de la collectivité. S'agissant du droit à la formation dit traditionnel, donc au titre de ce droit à la formation, dans les 3 mois suivant son renouvellement, le conseil municipal doit délibérer sur l'exercice de ce droit. Donc, une délibération doit déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre.
Le montant prévisionnel des dépenses de formation doit au minimum s'élever à 2% du montant total des indemnités de fonction allouées. Et dans la limite de 20% de ces mêmes indemnités, il s'agit d'une dépense obligatoire. Dès lors que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, les frais de formation, de déplacement et de séjour donnent droit à un remboursement de la collectivité. Les pertes de revenus subies par l'élu du fait de l'exercice de son droit à la formation sont compensées par la collectivité dans la limite de 18 jours. L'élu doit alors adresser à sa collectivité l'ensemble des justificatifs nécessaires. S'agissant du congé de formation, afin d'obtenir un congé de formation par la collectivité, l'élu doit prévenir son employeur par écrit 30 jours au moins à l'avance en précisant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que le nom de l'organisme de formation. Dès lors que l'organisme de formation est agréé par le ministère de l'Intérieur, le bénéfice de ce congé de formation, il est de droit. Il peut toutefois être refusé par l'employeur pour des motifs de nécessité de service. S'agissant du DIF maintenant, le DIF, il est d'une durée de 20 ans par an et il est cumulable sur l'ensemble du mandat. Il est financé par la collectivité, par une cotisation de la collectivité. L'élu qui souhaite bénéficier d'une formation au titre de son DIF doit adresser une demande à la Caisse des dépôts et consignations qui va alors vérifier que la formation rentre bien dans les critères, à savoir que la formation est liée au mandat et auprès d'un organisme agréé par le ministère de l'Intérieur, qu'elle est éligible au titre du compte personnel de formation. Les décisions de financement donc, au titre du DIF sont rendues dans un délai de 2 mois. L'exercice de ce droit relève de votre seule initiative. La CDC, elle instruit les demandes de formation qui doivent lui être adressées par courrier ou par voie dématérialisée et être accompagnées d'une copie du formulaire d'inscription de l'organisme dispensateur. Ces décisions de financement, donc je vous l'ai dit, elles sont rendues dans un délai de 2 mois et la CDC tient à jour le nombre d'heures que vous avez acquises. Un élu peut solliciter une formation au titre de son DIF et ce jusqu'à 6 mois après l'expiration de son mandat. Je passe la parole maintenant à Armelle Maga. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Charlotte. Peut-être avant, si jamais vous avez des Oui. questions avant de passer effectivement avec Armelle, n'hésitez pas, parce qu'effectivement, on peut répondre aux questions sur le fil du chat sur le côté et en fin d'intervention. Mais c'est vrai qu'en fin de partie, vous pouvez à tout moment intervenir et on peut effectivement rebondir à ce moment-là. Je ne sais pas si vous en êtes d'accord, Charlotte. Oui, bien sûr. Moi, je peux déjà répondre à la question d'Hélène. Donc, Doit-on alimenter son… C'est Nathalie d'autres, pardon. Doit-on alimenter son DIF ou est-il alimenté par la collectivité? Alors, la cotisation DIF élue, elle est prélevée sur vos indemnités et elle va abonder votre compte. Elle est reversée ensuite et gérée par la Caisse des dépôts. Donc, vous n'avez pas à l'alimenter. C'est directement prélevé sur vos indemnités. Est-ce qu'il y a des questions? Pour la fiscalité des indemnités, comment cela se passe-t-il? Alors, à quel niveau? Est-ce qu'il y a des dérogations, disons, des imputations forfaitaires qui diminuent les indemnités qu'on touche? J'ai peur de ne pas bien comprendre. Moi non en fait. plus. Est-ce que juste vous pouvez préciser votre question? Est-ce que les indemnités peuvent être déduites? J'ai cru voir un document au niveau de l'Assemblée des maires, là, comme quoi il y avait une déduction fiscale concernant ces indemnités. Bah, vas-y, Julien. Non, c'est au niveau de l'imposition. Je pense que Monsieur Le Breton veut dire, effectivement, l'AMF a fait effectivement une note à ce sujet. Suivant les indemnités que vous percevez et la strate de population à laquelle vous appartenez, vous avez effectivement des fractions qui sont effectivement à déclarer
et à ôter au niveau de votre déclaration d'impôt, effectivement. Oui, tout à fait. Donc, mais tout ça, c'est précisé. Donc, sur des questions alors comme ça, qui peuvent effectivement rentrer en détail, on peut faire du cas particulier. À la suite de cette réunion, c'est ce que je vais répondre aussi à quelques questions. Vous pouvez effectivement nous saisir juridiquement à l'ADM et de manière à ce que vous ayez un retour peut-être plus spécifique sur vos questions. Là, en l'occurrence, Monsieur Le Breton, si vous souhaitez avoir des notes et des éléments sur la fiscalité de vos indemnités à venir, on est en mesure effectivement de vous fournir tous les éléments en détail. D'accord ? Je pense que monsieur parle de la fraction représentative des frais d'emploi. D'accord. Mais alors ça, oui, bien sûr, vous voyez avec votre association départementale, mais vous avez aussi une explication toujours dans le guide, c'est très très bien expliqué dans le guide de statut de l'élu, avec des exemples de calcul, mais Julien peut le faire aussi, c'est pas… Voilà. Oui. En fait, on travaille aussi avec le statut de l'élu au niveau des Deux-Sèvres, donc il n'y a pas de souci. Je rebondis pour répondre en complément à Madame Doublé, la conseillère municipale de Vanzé, sur le… ça passe pas. Donc effectivement, vous le retrouverez dans le statut de l'élu. Vous m'entendez ? Non, je ne vous entends pas. Mais nous, on vous entend. Madame Doublé, c'est ça ? Oui. Oui, mais je ne vous entends pas. Ah oui, il doit y avoir c'est un problème de connexion de votre côté. Donc, si vous entendez, de toute façon, on vous fera une réponse sur un autre côté. Le créditeur, effectivement, avec un autre mandat, vous pouvez rajouter le créditeur, ça s'ajoute. Si vous êtes également conseillère communautaire au niveau de votre intercommunalité. Et il se reporte. Et il se reporte également, effectivement. Donc là, vous retrouverez ça en page 12 du statut de l'élu et dans la limite d'un certain plafond. Voilà, si vous m'avez entendu. Pas beaucoup, très mal. Je vais vous faire un écrit du coup sur le chat, d'accord ? Je vous Merci. Merci beaucoup. Sur le statut, avant de passer à Armel Maga, est-ce que vous avez des questions ? On va peut-être passer alors à la retraite complémentaire, supplémentaire. Armel ? Monsieur Eh bien, très bien. Par contre, est-ce que vous voyez mon écran ? Parce que j'ai essayé de partager tout à l'heure. Vous voyez l'écran sur la retraite ? Oui. D'accord, parce que moi, je ne le vois pas du coup. Donc, il y a un petit… Très bien. Bonjour à tous. Donc, je me présente. Je m'appelle Armel Maga et donc, j'interviens pour le… Ah oui, ça n'a pas d'intérêt que vous voyez mon deuxième écran par contre. Et là, vous voyez toujours ? Oui. Oui. D'accord. Je vais le laisser comme ça. Alors, je ne vais pas le mettre en diaporama. Donc, comme je vous disais, j'interviens pour le compte de l'association Fompel dans le cadre de la distribution du produit de retraite supplémentaire. Avant de commencer, écoutez, permettez-moi de vous féliciter pour votre nouveau mandat et de vous présenter tous mes vœux de réussite et d'épanouissement. Donc, la retraite supplémentaire, elle a été instituée dans le cadre de la loi de 92 sur les conditions d'exercice des mandats locaux. Un volet de cette loi prévoit que chaque élu local qui perçoit une indemnité a la possibilité de constituer une retraite par rente avec participation de sa collectivité. Et cette rente, elle est disponible à partir de 55 ans. Donc, ça suppose que, quel que soit le nombre de mandats dont on dispose, on a la possibilité donc, de souscrire un tel dispositif. Et que l'on soit maire, adjoint, conseiller, dans la mesure où on perçoit une indemnité, que ce soit de PCI, département et de région, donc, vous avez la possibilité donc, d'adhérer au dispositif. Par ailleurs, que vous soyez en activité professionnelle, sans activité ou retraité, vous êtes également éligible au dispositif. Il s'agit bien là de reconnaître votre engagement de service public, mais également de reconnaître une perte éventuelle à terme de revenus à la retraite.
puisque le temps que vous allez passer dans votre collectivité, vous ne le mettez pas à profit d'une évolution personnelle. Alors c'est valable pour les gens qui vont diminuer leur temps de travail, parce que ces personnes-là auront une perte sèche en termes de revenus, mais également en termes de cotisation retraite. C'est également valable pour les gens qui travaillent à 100% et qui pourraient avoir une évolution professionnelle qui serait ralentie, notamment du fait des absences, d'une mise en disposition, etc. Et enfin, pour les personnes qui ne sont plus en activité professionnelle, comme je vous le disais, c'est également une reconnaissance du temps qui est passé. Donc, c'est un dispositif qui est facultatif à adhésion individuelle. Ça suppose que chacun dans la collectivité va être libre d'adhérer ou de ne pas adhérer. Vous êtes seul à vouloir le faire dans la collectivité, libre à vous. Si l'ensemble du conseil municipal souhaite adhérer, c'est également, bien évidemment, tout à fait possible. Cette retraite, donc, elle vient en supplément de l'IRCANTEC, donc l'IRCANTEC étant votre retraite obligatoire, retraite que vous percevrez à l'issue de vos mandats et en fonction des critères de départ à l'âge de la retraite actuelle, c'est-à-dire au minimum à partir de 62 ans, sauf si vous avez un titre de retraite avant, comme les gens qui sont dans dans la police, pas la gendarmerie, ou autre profession spécifique. Et c'est un dispositif par capitalisation, là encore, donc par opposition à l'IRCANTEC, qui est un dispositif par répartition. Ça suppose que, en cas de capitalisation, les cotisations que vous accumulez, elles serviront à financer votre propre retraite. Vous allez donc choisir un taux parmi les 3 taux qui s'affichent, donc 4, 6 ou 8% de votre indemnité brute de fonction. Vous aurez un prélèvement par précompte, donc chaque mois, en fonction du taux qui est choisi. Et vous avez également la possibilité de racheter des années de mandat antérieur, sachant que pour procéder à ce rachat, il faut toujours être dans la collectivité et toujours être indemnisé. Pour le cas des EPCI, s'il y a eu fusion, la nouvelle EPCI porte les obligations de l'ancienne. Donc, ça serait également tout à fait possible. Et donc, la spécificité de ce dispositif, c'est bien l'abondement de la collectivité. La participation de la collectivité, elle est à hauteur de 100%. Je vous donne un exemple. Si vous cotisez à 8%, la collectivité, elle cotise à 8%. Il n'y a pas de délibération de l'organe exécutif puisque c'est une dépense obligatoire qui est inscrite au CGCT. Là encore, ça traduit bien l'obligation de protection sociale qui est due par la collectivité, au même titre que les cotisations URSSAF pour ceux qui y sont soumis, au même titre que le DIF ou encore que la retraite IRCANTEC. Donc les avantages du dispositif, il va déjà vous permettre de sécuriser votre capital, c'est-à-dire qu'avant de liquider, en phase de cotisation, vous bénéficiez d'une garantie qui permettrait à des ayants droit de percevoir les cotisations qui ont été versées sous forme de capital en cas de décès. L'ensemble des adhérents bénéficient également d'une garantie complémentaire qui là est vraiment liée à votre mandat en cas de décès invalidité, par exemple vous avez un accident lors d'une visite de chantier, mais également en cas d'interruption de votre activité professionnelle. Pour X ou Y raison, vous avez l'obligation momentanément d'interrompre votre activité professionnelle pour vous consacrer à votre mandat d'élu. Ça a été le cas typiquement pendant la crise du Covid. Eh bien, vous allez avoir une compensation financière de la perte de votre salaire.
Enfin, il existe également des cas de déblocage anticipés, mais là, ils sont vraiment très spécifiques. Ils sont encadrés par la loi et c'est en cas de surendettement, décès du conjoint, fin de droit au chômage, invalidité. Donc, il m'en manque un, mais je ne m'en souviens pas. Ils sont vraiment très encadrés par la loi et vous permettent de liquider, on va dire, en cas de coup dur. Donc, une fois que vous avez cotisé, vous demandez à percevoir votre rente. Eh bien, votre rente, elle va être à vie. C'est-à-dire que vous commencez à percevoir votre retraite. Tant que vous êtes en vie, on va vous verser cette retraite. Néanmoins, si vous décédiez prématurément, avant 75 ans, le dispositif prévoit que un bénéficiaire percevra 100% de votre retraite jusqu'à vos 75 ans théoriques. Je prends un exemple. Vous commencez à percevoir votre retraite à 65 ans, vous décédez à 66 ans. Pendant les 9 ans, donc entre 66 et 75 ans, un bénéficiaire perçoit 100% de votre retraite. Donc, je vous parlais de la rente, mais pour les rentes de faible montant, donc qui sont inférieures à 480 € par an, donc à peu près 40 € par mois, à la place, l'assureur vous versera un capital. Donc, au lieu de vous verser une rente de faible montant, vous percevrez un capital en une seule fois. Et enfin, vous bénéficiez d'un revenu garanti. Pourquoi? Parce que le dispositif de retraite FONPEL, c'est un dispositif en points. Donc, les cotisations qui sont versées, elles sont transformées en points qui va varier selon votre âge. Et ces points, ils vont générer des droits à retraite garantis à chaque versement de cotisation. Donc, finalement, vous constituez une retraite, votre retraite minimum est garantie au fur et à mesure que vous cotisez. Et la conséquence, notamment de ce régime en points, ça se traduit sur la sûreté du régime, puisque les droits que vous avez acquis à une rente minimum est garantie, il suppose que votre rente, elle ne peut pas diminuer. C'est vraiment l'obligation des régimes en points, ce qui est plutôt rassurant de se dire qu'on commence à percevoir une rente et qu'elle ne diminuera jamais. Pourquoi? Parce que c'est l'assureur, donc CNP Assurance, qui est porteur du risque. Ça suppose qu'il a l'obligation de faire face à ses engagements d'assureur, à savoir payer les retraites actuelles, ça semble évident, mais également anticiper les futures rentes des cotisants. Et pour ça, il va devoir provisionner son régime. On considère aujourd'hui qu'un régime, il est en bonne santé quand il est provisionné à plus de 110%. Le régime FONPEL, il est à 126%. Là encore, ce sont des dispositions qui visent à protéger l'adhérent. Le deuxième point, c'est la souplesse du régime. Vous êtes acteur de votre contrat et vous allez le faire évoluer selon vos besoins. Entre autres, si vous souhaitez procéder à un rachat, dont je vous parlais tout à l'heure, vous avez la possibilité de l'échelonner sur 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. Au maximum jusqu'à la fin du mandat actuel, donc a priori avril 2020. Vous pouvez également modifier votre taux à la hausse ou à la baisse, voire suspendre momentanément vos cotisations. Et enfin, vous pouvez liquider à partir de 55 ans. Donc ça, il y a assez peu de régimes qui permettent de liquider avant l'âge légal de prise de la retraite. Donc c'est le cas du régime FONPEL. Néanmoins, il y a quand même une condition, c'est d'avoir cotisé un minimum de temps, c'est-à-dire 3 ans. Voilà pour la souplesse. Et enfin, alors, je vous parlais de la bonne santé du régime. Eh bien, ça se traduit notamment sur le rendement. Vous voyez quelques indicateurs là qui apparaissent. En termes de communication, c'est un élément de la transparence. Vous recevez tous les ans un bulletin de situation de compte. Donc ça, c'est pour les adhérents qui sont en phase de cotisation.
Et pour les adhérents qui sont, pour les rentiers, vous recevez annuellement une attestation fiscale. D'ailleurs, elles ont été envoyées il y a quelque temps, qui vous permettent de déclarer le revenu de la rente aux impôts, puisque elle est à déclarer. Alors, elle est néanmoins largement défiscalisée, puisqu'elle est exonérée entre 50 et 70% en fonction de votre âge. Voilà, on est bien donc sur un dispositif qui est géré par des élus pour des élus qui sont tous bénévoles, et l'objectif, c'est bien de servir des rentes qui soient régulièrement revalorisées. Vous voyez le montant de la revalorisation de 2019. Un petit mot sur les espaces adhérents et collectivités. Donc aujourd'hui, la dématérialisation, on le voit bien, elle est indispensable. Donc chaque adhérent dispose d'un espace qui va lui permettre, je vous disais tout à l'heure, de gérer son adhésion, ses coordonnées, etc. Des situations, informer le gestionnaire d'une évolution de situation. Pour les collectivités, cet espace, il leur permet de déclarer les cotisations, et également c'est un espace de communication avec le gestionnaire pour toutes les entrées-sorties des adhérents. Et en ce moment, il y en a beaucoup. Voilà, donc en résumé, il s'agit bien de vous informer sur un droit qui est pour les élus à valoriser un engagement et compenser des pertes de revenus. Vous allez constituer une retraite qui est garantie, je vous le disais, et régulièrement revalorisée. Et enfin, votre rente, vous la percevez à vie et elle est partiellement défiscalisée. Voilà, donc vous voyez sur le dernier slide donc, nos coordonnées qui apparaissent, un seul numéro pour la gestion et pour la distribution. Vous voyez également les coordonnées du site internet FONPEL. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'informations sur le dispositif, le présenter à l'ensemble des élus indemnisés de votre collectivité ou à titre personnel, faire estimer votre retraite et adhérer. Juste pour terminer, votre mandat d'élu, il est extrêmement prenant. On le voit, les élus ont tendance à s'intéresser à leur retraite, pas forcément au début du mandat. Or, ce sont des choses dont il faut se préoccuper le plus rapidement possible, parce qu'après, vous allez être débordé. Et d'expérience, on le voit, c'est en fin de mandat, souvent, que les élus se souviennent que ce dispositif existe, et ça peut générer de la précipitation et des calculs de rachat qui peuvent être importants. Donc, voilà, écoutez, n'hésitez pas à nous solliciter. On est à votre service. Merci beaucoup de votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Julien? Oui. Personne n'a du coup de questions. Alors, petite précision, là, à la suite de cet atelier, je ne sais pas si je vous l'avais dit en préambule, donc les documents support projetés, hein, Nathalie, je ne dis pas de bêtises, peuvent être envoyés en PDF aux participants, d'une part. Tout à fait. Et deuxièmement, l'atelier du coup sera en replay sur la chaîne YouTube de l'ADM qui a été créée hier, de manière à ce que les élus agents qui n'ont pas pu assister, parce qu'on a eu beaucoup de questions à ce sujet, et éventuellement pour vos homologues élus ou les agents de votre collectivité qui le souhaiteraient. Donc, voilà. Cet atelier sera accessible en replay, alors peut-être pas aujourd'hui, mais dès lundi. Voilà, donc là, on informera tout le monde. Et ce sera pareil pour tous les ateliers, donc que ce soit les documents qui vous seront projetés. Et, alors, la différence de le regarder effectivement en replay, forcément, il y a moins d'interactivité. Mais s'il y a des questions qui sont à poser, voilà, vous savez que l'association des maires est à votre disposition s'il y a un point qui est pas clair ou que ce soit effectivement avec le FONPEL. Donc, vous avez effectivement les coordonnées. Donc, voilà, on sera à votre disposition. Et vous pouvez nous poser des questions avant d'aller déjeuner, c'est ça ?